Jusqu'à 22h, l'enquêteur du paranormal est avec nous, Christian Page, christianpage.ca. Comment ça va? Ça va bien, Yannick. Demain, tu fais une conférence. Oui, absolument. À l'Université Laval. À l'Université Laval. Reste-tu encore de la plage? Peux-tu y aller? Non, malheureusement, c'est ça. Comment ça? Parce que la salle est pleine. C'est sold out. Ouais, c'est sold out, complet. Et là, maintenant, il va falloir que tu prennes le centre Vidéotron. Ouais, c'est ce que je me dis. Peut-être le centre Vidéotron. Il y a combien de places, là? Tu vois, là, ça, c'est une petite salle qui contenait 130 places à peu près. Wow. Puis là, on est plein. Fait que peut-être que la prochaine activité du genre, j'essaierai de voir avec l'Université Laval s'il y a une possibilité d'avoir une salle un peu plus grande. Ben oui. Parce que 130 places. Voilà, 130 places, puis c'est plein depuis déjà plusieurs jours. Là. Il y a des gens qui m'écrivent me demandant est-ce qu'on peut y aller. Puis là, malheureusement, c'est sûr que là, tu as 130 places, ce sont des réservations. S'il y a des gens qui se présentent pas, qui ont fait une réservation, qui se présentent pas sur place, c'est sûr que ce sont des places qui se libèrent, mais on peut pas prévoir ça. Là. Et demain, faut vraiment attendre à la dernière minute. Et demain, tu racontes quoi? Demain, la conférence portera sur les grandes énigmes de l'histoire. Évidemment, on ne les fait pas toutes, les grandes énigmes de l'histoire. C'est pour ça que j'ai intitulé d'ailleurs cette conférence. Comment Justin Trudeau a réussi à être premier ministre. Et à quoi il peut ressembler lorsqu'il voyage à travers le monde. Mais non, tu vois, c'est ça. Donc, on le sait, parce que les gens me connaissent beaucoup pour mes intérêts sur le paranormal. Ouais. Mais au-delà de ça, je dirais que dans le paranormal en général, ma passion première, ce sont les grandes énigmes de l'histoire. Et c'est vrai que moi-même, à l'université, j'avais une formation en histoire. J'ai pas un diplôme en histoire, mais j'ai pris des cours en histoire pour avoir des crédits. D'autres prenaient des cours de cuisine. Ah. Bon, OK. Mais bref, ça m'a toujours fasciné, les grandes énigmes de l'histoire, et j'ai eu la chance de produire des séries télévisées qui tournaient autour de l'histoire. Uh-huh. Quand on pense, par exemple, en 2008, j'avais fait une série qui a été soulignée, qui était à la recherche des reliques saintes. Donc, pendant plusieurs mois, avec une équipe de cinéastes, mais j'étais habillé un peu en Indiana Jones, et puis on a fait le tour du monde à essayer de retrouver des grands objets qui avaient appartenu, en tout cas qui avaient marqué l'histoire de la chrétienté, puis même le judaïsme. Hein. On s'est retrouvé par exemple en Turquie, près de la frontière de l'Iran, essayer de retrouver sur le mont Ararat en Turquie la fameuse arche de Noé. Oui. On a essayé de retrouver les clous de la crucifixion, les morceaux de la croix, la couronne d'épines, les sandales de Jésus qui sont à Prüm en Allemagne. Les sandales de Jésus? Les sandales de Jésus à Prüm en Allemagne. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vraiment ces sandales, Christian? Écoute, dans tous les artefacts, il y a des artefacts qui sont plus impressionnants que d'autres. Ouais. J'ai eu la très grande chance de voir le suaire de Turin. Oui. En fait, j'ai fait une entrevue avec le professeur Barbaris. On est juste devant le suaire. Quand les gens regardent l'entrevue, on le voit, le suaire. Il est à moins de, je te dirais, 60 cm de nous. C'est un artefact qui est absolument extraordinaire. Maintenant, est-ce que ces objets-là sont réellement des objets qui ont appartenu au Christ? Est-ce que ce sont les authentiques objets du Christ? Il faut savoir que dans l'histoire des reliques, il va se développer au Moyen-Âge toute une culture de la relique, en fait une grande dévotion pour les reliques. Mais c'est vrai que le christianisme, il faut bien savoir que le christianisme jusqu'au 4e siècle, donc aux alentours de 326 à peu près, là, parce qu'il y a le concile de Nicée, puis après ça, il y a l'empereur Constantin. En fait, l'empereur Constantin, il faut pas se le cacher, c'est le plus grand allié de toute l'histoire de la chrétienté. Sans Constantin, le christianisme serait peut-être mort comme une petite secte, parce que jusqu'à Constantin, le christianisme n'était qu'un mouvement sectaire. D'ailleurs, les chrétiens étaient persécutés par Rome, parce que, il détonnait un peu sur le reste des communautés religieuses. On se rappelle, par exemple, lorsque Rome avait brûlé un incendie aux alentours de l'an 60, Néron, qui était l'empereur, on sait, il y a des documents qui nous sont parvenus aujourd'hui qui disent que Néron avait songé à accuser les chrétiens. Donc, toutes les fois, il y avait quelque chose qui allait de travers, on accusait les chrétiens. Donc, c'était une petite communauté qui était persécutée. Ouais. Donc, on comprend que les chrétiens ne s'affichaient pas ouvertement comme étant des chrétiens. Il faut attendre Constantin au 4e siècle
qui non seulement, après le concile de Nicée, va redonner les biens aux chrétiens, les biens qui leur ont été confisqués, mais il va également reconnaître la légitimité du christianisme. C'est pas lui qui va en faire la religion officielle de Rome, il faut attendre l'empereur suivant, mais Constantin dit maintenant, les chrétiens peuvent s'afficher comme étant des chrétiens, lui-même se convertit au christianisme. Il va fonder d'ailleurs une nouvelle ville, Constantinople, qui est aujourd'hui Istanbul, en Turquie, et cette ville de Constantinople est une ville chrétienne, hein. C'est c'est la première ville romaine chrétienne reconnue par l'empereur. Donc, à ce moment-là, les chrétiens vont s'afficher ouvertement. Est-ce qu'il y avait des objets qui, depuis l'époque du Christ, parce qu'il faut bien s'entendre que même l'existence de Jésus est débattue par les historiens, ce n'est pas une certitude absolue. J'étais persuadé que l'existence de Jésus absolument avait été prouvée, absolument mais pas. Pour ce qui est de ses miracles, ça, non. C'était autre chose. Même l'existence du personnage, on n'a aucune preuve de l'existence du personnage. En fait, la meilleure preuve que l'on a, je me rappelle, j'étais à Jérusalem et à un moment donné, il y a des travaux quand même qui se font et là, on de n'a l'archéologie pas de l'existence de Jésus, mais on a ses gougounes. Ça marche pas. C'est là où je l'en ai. Donc, le personnage de Jésus, est-ce qu'on a des preuves que ce personnage-là, historiquement, a existé? Ouais. En dehors des textes religieux, évidemment, qui nous parlent de Jésus, bien sûr. Mais si on enlève les textes religieux, que nous reste-t-il? Si on regarde les textes laïques, donc les textes non religieux, il y en a 4 qu'on connaît, et les 4, un seul parle de Jésus. Et ce texte-là, c'est un texte, puis encore là, on parle pas c'est pas quelqu'un qui témoigne que vu ou rencontré Jésus. C'est un type qui s'appelle Flavius Joseph. Flavius Joseph, on est à peu près en l'an 60 après Jésus-Christ. Flavius Joseph est un historien de l'histoire de la culture judaïque. Et ce Flavius Joseph va écrire dans son histoire du peuple juif, il va écrire qu'il y avait comme une certaine agitation à Jérusalem, et il dit notamment cette agitation était provoquée par les chrétiens. Et là, il ajoute ce détail, il dit les chrétiens qui se réclament d'un Messie, un dénommé Jésus, qui a été exécuté sous Pilate. Donc, ensuite de ça, le texte dit « il faisait des choses merveilleuses », mais ce deuxième petit bout de phrase, les historiens croient que ce serait un texte apocryphe. On aurait rajouté ça. Mais ce que on sait que Joseph a écrit, c'est un certain Jésus exécuté sous Pilate. Mais Flavius Joseph ne rencontre pas Jésus, il ne le voit pas. On lui raconte ça. Et ensuite, on a 3 autres textes laïques qui nous parlent des chrétiens, mais ils ne parlent jamais de Jésus. Hein. Ils disent, on a un groupe les chrétiens, qui se réclament d'un individu, d'un Messie. Ils ne le nomment pas. Il y en a un d'entre eux qui dit, il a été exécuté sous Pilate aussi, mais on mentionne pas Jésus. On n'a pas d'autres preuves historiques. On n'a aucun écrit de la main de Jésus. On n'a aucun... Mais il faut quand même aussi, faut être honnête. 80% des textes de l'Antiquité ont disparu. Hein? Donc, que ce soit des inondations, que ce soit des incendies, les textes ont disparu. Il reste très, très peu de textes. Ensuite, il faut quand même se rappeler, parce que même si aujourd'hui Jésus est un personnage très important dans la culture mondiale, à l'époque de Rome, il faut se rappeler que la Judée est un pays occupé. Qui écrit à cette époque-là? Les Romains écrivent. Mais Jésus n'est pas un problème romain. Faut se rappeler, faut vraiment se mettre dans le contexte. Imaginons un instant là que le personnage de Jésus a existé. C'est en fait le Sanhédrin le Sanhédrin qui est une communauté juive, hein, c'est l'église juive de Jérusalem, c'est elle qui veut se débarrasser de Jésus. Et il y a des agitations, hein, c'est sûr que c'est un pays occupé, donc il y a toujours une résistance dans des pays occupés. Et dans le cas de Jérusalem, il y a cette résistance. Et le Sanhédrin dit, en fait, c'est une sorte on a une tractation. Le Sanhédrin dit à Rome, en fait à Pilate, il dit, si vous vous débarrassez de Jésus, nous, on va s'assurer qu'il y a moins d'agitation à Jérusalem. On achète la paix, là, parce que Jésus, en fait, dit des choses que le Sanhédrin n'aime pas. Notamment, je sais, ça nous semble tellement éloigné, tellement ridicule. Une des choses qui avait soulevé la colère du Sanhédrin, c'est que Jésus acceptait dans sa religion, hein, il acceptait des hommes non circoncis. Et ça, pour la communauté juive, c'était inacceptable. Inconcevable. Inconcevable parce que la circoncision, c'était la marque qui te liait à Dieu. C'était l'alliance avec Dieu, la marque physique de l'alliance avec Dieu. Jésus accepte ça. Lui, c'est pas grave si les gens sont pas circoncis. Donc ça avait choqué beaucoup le Sanhédrin. Donc le Sanhédrin va négocier avec
l'occupation romaine pour se débarrasser de Jésus. Donc Jésus n'est pas un problème romain. Hein? Bon, nous autres, on va le condamner, on va le juger comme étant un criminel de droit commun, merci, puis on va le crucifier, comme plein d'autres seront crucifiés aussi à cette époque. Donc, si Jésus a existé, il est peu probable que les Romains aient beaucoup écrit sur Jésus parce que, dans le fond, ça les concernait pas. Ça concernait le Sanhédrin, ça concernait la communauté juive. Donc, déjà là, même si les textes avaient survécu, il est peu probable qu'il y ait eu beaucoup de textes écrits sur Jésus. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, on a 4 textes laïques, un qui nomme Jésus, les 3 autres parlent plutôt des chrétiens, mais on n'a pas de preuves historiques, irréfutables, archéologiques qui prouvent Jésus. La meilleure preuve que l'on a, je me rappelle, j'étais à Jérusalem et il y avait un site de fouilles archéologiques qui était là et il y avait un des archéologues qui faisait ce travail-là et j'ai fait une longue entrevue avec lui et à un moment donné, je lui pose la question, quelle est la preuve que l'on a de Jésus? Et il me répond, il dit, la meilleure preuve que l'on a de Jésus pour un historien, bien sûr. Il dit, la meilleure preuve que l'on a de Jésus, parce que tu comprends que pour les chrétiens, la Bible est la meilleure preuve, le Nouveau Testament est la meilleure preuve de Jésus. Mais pour un historien, il dit, la meilleure preuve, c'est aux alentours de l'an 30, il y a un mouvement qui s'est créé à Jérusalem, une sorte de mouvement de contestation par une communauté qui était les chrétiens. Et on ne trouve pas dans l'histoire un élément archéologique qui peut justifier ça autre que la présence d'un leader qui aurait été exécuté. Donc, comment on explique ce mouvement-là? C'est la disparition, l'exécution de Jésus qui correspond à peu près à ce moment-là. Mais c'est une preuve circonstancielle, ce n'est pas une preuve historique. Cela étant dit, si les chrétiens, en imaginant que Jésus a existé, est-ce que les chrétiens se sont passés sous le manteau des objets qui ont appartenu à Jésus, ce qui est possible? On le fait avec nos idoles, hein? Des objets qui ont appartenu à Elvis Presley, à Michael Jackson. On collectionne ces objets-là, des objets de culte. Ouais. Donc, est-ce que les premiers chrétiens auraient pu conserver des objets qui auraient appartenu à Jésus, son manteau, sa toge, s'il a réellement été crucifié, comme on le raconte avec la couronne d'épines, il est possible qu'on ait conservé la couronne d'épines ou des trucs comme ça. Mais on comprend que les chrétiens ne s'affichaient pas avant le 4e siècle. Donc, comme ils ne s'affichaient pas avant le 4e siècle, tous les objets que l'on a en ce moment, qui sont dans des grandes cathédrales à travers le monde entier, la couronne d'épines, par exemple, est à la cathédrale Notre-Dame à Paris, des clous de la crucifixion, on en a, par exemple, à Rome, on a des épines de la couronne, parce qu'il faut savoir que Saint-Louis, Louis IX, le roi Louis IX de France, c'est lui qui a obtenu des Vénitiens la fameuse couronne d'épines qui était gardée à Venise, et pour avoir des alliances avec d'autres pays en Europe, il donnait des épines. Il prenait la couronne d'épines, il enlevait une épine, il a donné par exemple au roi d'Espagne, une au roi d'Angleterre, une autre au roi du Luxembourg. Tant et si bien qu'aujourd'hui, la couronne d'épines à Paris n'a plus d'épines. Ce n'est qu'un lierre enroulé, là. Ce sont que des racines enroulées. Il n'y a plus aucune épine. Par contre, les épines, on les trouve dans plusieurs grandes cathédrales. Il y en a une, par exemple, à Toulouse. Il y en a 2 à Rome. Donc, on retrouve les épines. Donc, initialement, la couronne avait des épines. Mais ces objets-là, s'ils ont appartenu à Jésus, on n'a pas d'historicité écrite, c'est-à-dire que on n'a pas de récit ou de document écrit qui dit déjà en l'an 50 après Jésus-Christ ou en l'an 100 après Jésus-Christ, la communauté chrétienne avait le manteau de Jésus ou la couronne d'épines. On n'a aucune certification de ça. Donc tous ces objets, ces artefacts apparaissent aux alentours de l'an 400, 500, 600. À partir donc du moment où le christianisme est légitimé, on commence à entendre parler de ces objets-là. Malheureusement, très peu d'entre eux ont fait l'objet d'une analyse scientifique. On n'a pas d'ossements? On n'a pas d'ossements. Pas d'ossements de Jésus, en tout cas, ça c'est certain. Parce que faut savoir que dans le cas des reliques, il y a 3 niveaux de reliques. Les reliques les plus convoitées, bien sûr, ce sont les reliques de Jésus. Qui ont touché à Jésus. Ouais. Et ensuite, tu as les reliques de la Sainte Famille, et ensuite les apôtres et les martyrs. Okay. Il faut savoir aussi qu'au Moyen-Âge, ça c'est une chose qu'il faut bien préciser, parce que beaucoup de gens, je sais qu'il y a des auditeurs qui nous écoutent ce soir, ils doivent se dire... Ouais, mais des morceaux de la vraie croix de Jésus, il y en a à peu près dans toutes les églises, toutes les cathédrales du monde entier. Puis si on rassemblait tous ces morceaux de croix-là, on aurait une forêt de croix là, qu'on pourrait faire. En réalité, il faut savoir qu'à l'époque, au Moyen-Âge, il y avait une croyance qu'on appelait la croyance de la virtu. Et la virtu, c'est que la croix en bois de Jésus, ça reste un morceau de bois.
c'est du bois. En fait, c'était pas le bois qui nous intéressait. Dans la croyance populaire, c'était que ce bois-là avait touché à Jésus et que le bois était entouré d'une espèce d'auréole de sainteté. Et si on prenait un autre morceau de bois vil, mais on le mettait en contact avec le morceau de la croix, la virtus se transférait dans l'autre morceau. Et l'autre morceau devenait aussi saint que le premier. Oh. Donc, tu comprends, il y avait plus vraiment de vraie croix. C'est pas la vraie croix, c'est pas important. C'est que ce morceau de bois-là a la virtus. Que ce soit celui qui était de la vraie croix. Aujourd'hui, on est très porté vers l'authenticité. Mais à cette époque-là, dans les croyances, donc, on pouvait multiplier à satiété les reliques. Donc, on prenait un clou de Jésus, de la crucifixion, on le mettait en contact avec n'importe quel autre clou, et n'importe quel autre clou devenait un autre clou de Jésus. Devenait un autre clou de Jésus. Donc, ça se multipliait. Et c'est pour ça que dans les grandes cathédrales d'Europe, on va trouver énormément d'objets, d'artefacts que l'on dit être le vrai morceau de la croix, un vrai clou de Jésus. Bon, mais tu parlais des sandales de Jésus. Des sandales de Jésus à Prune, en Allemagne. Ouais. Donc, puis c'était assez amusant parce que je me rappelle quand j'ai vu les sandales, parce que tu comprends que tous ces objets-là sont conservés. Et ils ne sont pas accessibles généralement en tout temps. Ils sont gardés dans des reliquaires, dans la basilique, quelque part. Fait que là, il y a tout un décorum autour de ça. Il faut obtenir des autorisations épouvantables. Dans le cas de, quand on a fait cette série à la recherche des reliques saintes, écoute, on avait l'appui du Vatican lui-même. Fait qu'écoute, on avait des entrées un peu partout. J'ai vu des objets qu'on ne peut même pas rêver de voir, là, parce qu'on en entend parler, des livres en parlent, mais qui a vu, par exemple, la Sainte Coiffe de Cahors? C'est comme un objet caché dans un coffre-fort. Personne va là. C'est comme inaccessible. Mais là, nous, avec des lettres du Vatican, on avait des entrées partout. Et je me rappelle cette histoire de... Quand on est arrivé pour aller voir certains artefacts, et notamment les sandales de Jésus, là, écoute, il y avait tout le décorum, ça demandait du temps, puis là, tout d'un coup, l'évêque arrive, puis là, de manière très solennelle, je me rappelle encore cette église, magnifique église à Prune, elle est comme rosée, hein, de l'extérieur, on a l'impression que c'est une sorte de revêtement stucco rosé, magnifique cathédrale. Et on entre là-dedans, et là, on va vers un des murs, il y a comme des portes dorées qu'on ouvre avec une clé. Là, on ouvre ça, et là, je m'attends de voir les sandales de Jésus, c'est le genre gogoun, tu sais. Pas du tout. Non. Ce que je vois devant moi, c'est deux espèces de bottines qui ressemblent à des bottines de lutin. Tu sais, tu vois le bout de pointu avec quasiment un petit pompon au bout, là. Jésus devait pas marcher des rues de Jérusalem avec ça. Et là, c'est la récupération ou le recyclage de l'artefact. Là, l'évêque me dit, non, mais ce soulier-là, ça, c'est un soulier qui date comme du 7e ou du 8e siècle, qui a appartenu à l'empereur machin. Mais selon la tradition, la semelle ou une partie de la semelle aurait été fabriquée à partir de la vraie semelle de la chaussure de Jésus. C'est merveilleux. Fait qu'on en a plein d'objets comme ça qui sont un peu surprenants. Fait impossible de savoir s'il pue des pieds ou non. Non, c'est ça. Le seul objet dans les grands objets de la chrétienté, je dirais qu'il y a peu d'objets qui ont fait l'objet d'analyses très rigoureuses. C'est le suaire le suaire de Turin a fait l'objet d'une analyse. Et même cette analyse, tu vois, elle est très controversée parce que faut se rappeler que dans le cas du suaire de Turin, on a tout un débat sur l'homme qui apparaît sur le suaire, appelons-le l'homme du suaire. Ouais. Il présente les mêmes marques de la crucifixion et ces marques-là ne sont imputables qu'à un seul personnage, Jésus. Hein? Aucun autre dans l'histoire de la chrétienté, on n'a aucun autre martyr qui a été à la fois cloué sur une croix, qui a eu le flanc percé par une lance, qui a eu une couronne d'épines, qui a été fouetté avec un flabellum romain. Donc aucun martyr n'a eu ces tortures-là, sauf Jésus de Nazareth. Est-ce qu'on a été capable de dater le suaire de Turin? Quand on regarde le suaire de Turin, l'homme du suaire présente toutes ces marques. Donc, des trous dans les poignets, les chevilles, les marques de la couronne d'épines, les marques du flabellum romain qui l'ont lacéré au moment de la flagellation. Donc, toutes ces marques-là sont là. Donc, tu as des défenseurs qui vont s'appuyer sur ces détails anatomiques pour dire, voilà, le suaire est authentique. Le problème, c'est que on n'a pas beaucoup d'historicité. Le suaire apparaît dans l'histoire sous sa forme actuelle, parce que
peut toujours essayer de dire, oui, mais il y avait un voile qu'on appelait le voile de le Mandylion d'Édesse au 4e siècle, mais le Mandylion d'Édesse, c'était simplement, la description qu'on en fait, c'est un voile carré avec l'image de Jésus dessus. Alors évidemment, tu peux imaginer, oui, mais peut-être que c'était le suaire qu'on avait replié pour pas qu'on voit la suite. Bon, là, tu peux imaginer tout ce que tu veux. Mais le suaire, tel qu'il est aujourd'hui, donc c'est une pièce de lin qui fait à peu près 4 mètres de long sur 1,50 m de large. On voit l'image dorsale et ventrale de cet homme du suaire qui a été martyrisé. Ce morceau de tissu tel qu'on le connaît aujourd'hui n'apparaît dans l'histoire qu'aux alentours de 1357. Oh. Donc, avant ça, il n'y a pas de récit de l'histoire qui le raconte, qui parle du suaire dans cette forme-là. Donc, il faut attendre 1357 pour que le suaire apparaît. Il apparaît dans une petite ville, en fait, une banlieue de Paris qui s'appelle Liré. Il apparaît dans la petite église de Liré. Il apparaît, en fait, il est la propriété d'une veuve, Madame de Charny, qui, elle, est la veuve d'un ancien chevalier du Temple. Alors évidemment, là, on trouve un lien. Les chevaliers du Temple, on les appelait chevaliers du Temple parce qu'ils occupaient le Temple à Jérusalem. Le Temple de Jérusalem, c'est aujourd'hui le Saint-Sépulcre. Donc la tombe, c'est là que se trouve la tombe de Jésus. Donc on a une filiation là. Madame de Charny, veuve d'un chevaliers templiers qui ont occupé pendant un moment le Saint-Sépulcre. Est-ce que c'est là qu'on aurait obtenu le suaire? Quoi qu'il en soit, il apparaît, il est exhibé à ce moment-là pour la première fois. Et depuis, on connaît bien son histoire. De 1357 à aujourd'hui, on connaît toutes les pérégrinations du suaire de Turin. Alors, ce qu'on avait de besoin au niveau de la science, c'est une analyse au carbone 14, le verdict inattaquable de la science. Et c'est ce qu'on a fait en 1988. Mais il faut se rappeler la science de 1988 n'est pas la science de 2018. Donc, il fallait un assez gros morceau de tissu pour faire l'analyse au carbone 14. Et là, je vais te révéler quelque chose. Oui. Mais il y a eu de la magouille. Ah ouais. Donc, il y a eu de la magouille. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, le suaire, le gardien du suaire, il était conservé à la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Turin. C'est pour ça qu'on l'appelle le suaire de Turin. Et le gardien du suaire, qui avait un peu l'aval du Vatican, qui avait été chargé par le Vatican de garder le suaire, c'est le cardinal Sandarini. Mais le cardinal Sandarini considérait quasiment le suaire comme sa propriété personnelle. Donc, tu vois, il manquait d'objectivité, là. Pour lui, le suaire était authentique et il en faisait presque une affaire personnelle. Alors, quand on a voulu faire l'analyse au carbone 14, on avait l'idée, les scientifiques s'étaient réunis, ils avaient dit, ben voilà, pour avoir une analyse qui soit valable, il y a 2 techniques qu'on utilise quand on fait une datation au carbone 14. Et là, on avait sélectionné 20 universités, dont 10 utilisaient la technique A et 10 autres qui utilisaient la technique B. Et à partir de là, on verrait si les analyses correspondaient toutes. OK. Et finalement, au final, il n'a resté que 3 universités utilisant exactement la même technique. Les 17 autres se sont désistés parce que les conditions que le cardinal Sandarini exigeait étaient trop contraignantes. Les universités ont dit, ben là, on peut plus travailler, si on peut pas faire ça, on peut pas faire ça, on peut pas faire ça, on peut pas avoir un modèle d'échantillon, ben là, écoutez, là, fait que finalement, 17 des 20 universités se sont retirées. C'est quand même important. Il est resté finalement l'université de Oxford en Angleterre, Cambridge, qui a supervisé les analyses. Ensuite, tu avais l'école polytechnique de Zurich en Suisse. Et ensuite, tu avais l'université de Tucson en Arizona qui ont participé. Donc, c'est trois universités. Les 3, d'ailleurs, ont utilisé la même technique de datation carbone 14. Et l'analyse au carbone 14 de 1988 était sans équivoque. Le suaire, le tissu du suaire datait entre 1260 et à peu près 1380. 1260, 1380, c'est-à-dire exactement la fourchette dans laquelle le suaire apparaît dans l'histoire, puisqu'il apparaît dans l'histoire en 1357. Donc, on peut se dire, on aurait pu dire, basta, c'est terminé. L'analyse carbone 14, 1260, 1380, le suaire apparaît en 1357, donc on est exactement dans la même période de temps. Visiblement, le suaire est une fraude du Moyen-Âge. Ce sont des gens qui l'ont fabriqué au Moyen-Âge. Mais n'en demeure pas moins que pour les documentaires que j'ai vus sur le suaire de Turin, c'est une fraude, oui, mais c'est un objet d'art absolument incroyable. Même cette histoire-là de la fraude aujourd'hui est contestée. Ah oui? Ouais, elle est contestée et juste, je dis pas que le suaire est authentique, là. Je me garde bien de dire ça. Ouais. Mais
cette analyse-là au carbone 14, j'ai une entrevue là avec le professeur Ramsey qui a supervisé les analyses pour l'Université de Cambridge, et lui-même reconnaît que cette analyse-là était pas valable. Il était pas valable parce que à l'époque, quand on avait nettoyé le tissu du suaire, et parce qu'évidemment, il y a eu des contaminants. Le suaire a été exhibé pendant des siècles, il était tenu par des moines et il y avait des ostensions publiques, on le présentait aux gens. Or, la partie la plus contaminée était le pourtour du suaire, puisque c'est par là que les moines le tenaient. Or, c'est justement une partie du pourtour qu'on a coupé pour faire l'analyse au carbone 14. Autrement dit, on a utilisé un morceau de tissu qui était le plus contaminé de tout le suaire. C'est celui-là qu'on a pris. Ensuite de ça, on n'est même pas sûr si c'était un morceau du suaire. Pourquoi? Parce que en 1356, en 1350, non, c'est pas en 1356, c'est en 1634. Le suaire de Turin, il y a un incendie à la cathédrale de Chambéry, le suaire se trouve là, et il est en partie endommagé par l'incendie. Alors, on va demander aux sœurs Clarisse de le rafistoler, et on n'est même pas sûr que le morceau qu'on a utilisé pour l'analyse au carbone 14 en 1988 était un morceau du suaire ou un morceau du rafistolage. Donc, tu vois, on a plusieurs problèmes. Et on a découvert ensuite, après les analyses au carbone 14, que même les techniques de nettoyage étaient inadéquates. Il y a un petit champignon qui va se former, qui est créé par l'humidité des mains, la transpiration. Ce petit champignon crée, quand on regarde le suaire, on a comme une vision un peu comme s'il est illustré. Cette patine-là vient en fait de contaminants, de champignons qui ont proliféré sur le suaire. Et on a découvert après l'analyse de 1988, que certains de ces champignons n'étaient pas détruits lors de la stérilisation. Donc, la présence de ces champignons ont pu contaminer l'analyse au carbone 14 et donner de faux résultats. Évidemment, le docteur Ramsey, qui a supervisé les analyses, lui-même dit, écoute, je suis d'accord que l'analyse est douteuse. Je veux bien croire qu'on ait pu se tromper de 300 ou 400 ans en amont ou de 300 ou 400 ans en aval, mais je crois pas qu'on ait pu se tromper de 1500 ans. Non, c'est mais ça. Quoi qu'il en soit, l'analyse est très contestée. Et comme on n'est pas sûr du morceau de tissu utilisé, les contaminants, il faudrait procéder à une nouvelle analyse. Et maintenant, évidemment, on pourrait le faire en utilisant moins de tissu qu'on a utilisé en 1988. Mais tu comprends que l'Église, pour l'instant, n'est pas intéressée à faire ça. Ils l'ont fait une fois. Ouais. Ils l'ont fait une fois. Comme on dit, on a donné la chance au coureur. Mais là, on ne veut plus le faire. Est-ce que se sont posé la question à savoir, tu sais, comment le suaire de Turin a pu, parce que oui, peut-être que c'est l'œuvre d'un faussaire, on ne le saura peut-être jamais. Si c'est l'œuvre d'un faussaire, il faut se rappeler que ce faussaire n'a laissé dans l'histoire aucune autre œuvre semblable. C'est un chef-d'œuvre. Dans l'histoire, il n'existe aucun objet se rapprochant de près ou de loin au suaire de Turin. Et il y a une nouvelle qui est tombée il y a quelques semaines à peine, parce que évidemment, la technologie s'améliore toujours. Et lorsqu'on avait procédé aux analyses du suaire en 1988, il y a d'autres analyses qui ont été faites. Dans ce cas-là, on avait coupé un morceau de tissu pour le carbone 14. Mais ce qu'on avait fait aussi, on avait fait des analyses, on avait fait des études parallèles sur d'autres éléments. On avait notamment pris du ruban adhésif, du scotch tape, et on l'avait collé sur le suaire à différents endroits pour obtenir des pollens et des fibres du tissu, mais ailleurs sur le suaire, donc sans l'endommager, sans que ce soit des techniques agressives. Et tout récemment, des chercheurs ont analysé des fibres obtenues, par exemple, parce que le suaire semble être taché de sang, là où l'homme a des trous, l'homme du suaire a des trous dans les poignets, il y a des trous. D'ailleurs, c'est assez amusant l'affaire du trou dans le poignet. Si tu me permets, je vais faire qu'un aparté là-dessus. Quand le suaire est apparu, en 1357, les gens qui allaient voir le suaire qui est exhibé à la cathédrale de Chambéry disaient « c'est un faux ». Et pourquoi c'est un faux? Parce que tout le monde sait bien que Jésus a été crucifié dans les mains. Or, l'homme du suaire avait des trous dans les poignets. Alors, je dis, ça n'a pas de bon sens. Ce qui était beaucoup plus logique. Mais tu comprends, si t'étais un faussaire puis tu voulais faire une fraude, tu aurais fait quelque chose qui était conforme à la croyance populaire. Donc, tu l'aurais mis dans les mains. T'aurais mis les trous dans les mains. Ouais. Mais non, il y avait les trous d'un poignet. Puis là, les gens allaient voir ça puis ils disaient, ouais, les trous d'un poignet, c'est pas bon.
Et ce n'est finalement qu'avec l'anatomie, l'avènement de nouvelles connaissances en anatomie au 19e siècle, qu'on a découvert en fait que quand les Romains crucifiaient des gens, ils ne pouvaient le faire qu'à un seul endroit. C'est ce qu'on appelle l'espace de Desto. Oui. Et l'espace de Desto est un endroit qui se trouve dans le poignet. Ce n'est qu'à cet endroit-là qu'on peut planter un clou et permettre une bonne prise sur la croix. Et les Romains étaient passés maîtres dans l'art de la torture. Ils connaissaient bien l'espace de Desto. De toute façon, sans l'espace de Desto, la main déchirerait sur la croix. Or, c'est amusant que ce n'est finalement qu'une anatomie, des connaissances anatomiques du 19e siècle qui vont venir confirmer le trou dans le poignet qu'on retrouve sur, supposément, une fraude du 14e siècle. Donc, tout ça est un peu étrange. Quoi qu'il en soit, une nouvelle analyse permettrait d'éclipser là, de manière définitive ce débat-là, authentique ou non. Mais là, pour l'instant, on ne peut que s'en remettre à des analyses comparatives. Et il y a quelques semaines, comme je te disais, on a pris par exemple une de ces fibres qu'on avait obtenues grâce à du ruban adhésif. Et crois-le ou non, sur une des fibres, il y avait une fibre qui était tachée de sang. Et donc, on a analysé ce sang. On sait que le groupe sanguin est AB positif, ce qui est très répandu dans les communautés du Moyen-Orient. Donc, à ce niveau-là, rien de très spectaculaire. Mais ce qu'on a découvert, il y a des marqueurs, une présence de marqueurs ferreux dans le sang. Je rentrerai pas dans le détail parce que je suis pas immunologiste, là. Mais il y a des marqueurs de fer qui apparaissent dans le sang qui n'apparaissent généralement que chez les gens qui sont torturés. Donc, lorsqu'une grande souffrance et une torture, ces marqueurs-là vont apparaître dans l'hémoglobine. Or, le sang qu'on a prélevé sur le suaire montre ces marqueurs-là. Donc, le sang de l'homme du suaire est le sang d'un homme torturé. Donc, et ça, tu comprends, il n'y a que la connaissance médicale du 21e siècle d'aujourd'hui qui permet de connaître ces marqueurs-là. Un homme du Moyen-Âge, un faussaire du Moyen-Âge, il aurait pris du sang de poulet ou du sang de cochon ou n'importe quoi, puis il aurait saupoudré le suaire avec. Dans un premier temps, il aurait été incapable de s'imaginer que dans des siècles à venir, on pourrait différencier le sang humain du sang animal, et encore moins d'imaginer qu'on pourrait retrouver dans ce sang des marqueurs ferreux qui indiquent la présence, ou à tout le moins que l'individu du suaire, si on l'appelle comme ça, l'homme du suaire, a été torturé. C'est une pièce qui est remarquable. Et tout ce long aparté, finalement, pour te dire que je me passionne pour les énigmes de l'histoire. Et la conférence de ce week-end, j'ai choisi 4 grandes énigmes de l'histoire. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, j'ai intitulé cette conférence « Première partie », parce que j'ai l'intention d'en faire d'autres, parce que j'ai cumulé avec toutes les séries de télé que j'ai fait depuis les années 2000. Maintenant, ça fait 25 ans que je fais de la télévision, que ce soit les dossiers mystères. Ça fait pas plus longtemps que ça? Non, ça fait 25 ans. Ça, je t'ai vu dans les années 80 à télé. Ouais. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, dans les années 80. En fait, ma première émission de télé était à la télévision communautaire du Haut-Richelieu. Oui. J'habite à Saint-Jean-sur-Richelieu. Ma première émission de télé était en 1979. Wow. J'avais 16 ans à l'époque, donc j'ai commencé à la télé communautaire et depuis, j'ai jamais quitté le milieu des médias. Mais c'est vrai qu'avec des séries qu'on pense, par exemple, à Force Obscure, à Z-Télé, Enquête sur les ovnis, à Canal Z-Télé là aussi, les dossiers mystères de Canal D, à la recherche des reliques saintes, l'enquêteur du paranormal. Donc, ce sont toutes des séries que j'ai fait et toutes ces séries avaient des volets histoire à un moment donné, sur lesquels on s'est penché. Et j'ai eu l'extraordinaire chance d'obtenir des documents qui circulaient sous le couvert. J'ai vu des trucs, écoute, j'ai même pensé à un moment donné faire, malheureusement, au Québec, c'est difficile de faire de la télévision, mais écoute, il y avait une série qui m'était venue en tête parce que quand on a fait notamment la recherche des reliques saintes, j'ai visité plein de musées à travers le monde, le British Museum, le Louvre, toutes sortes de musées. Et pour découvrir finalement que lorsque je parlais avec les directeurs de musées, ils me disaient, vous savez, il y a plein d'objets dans les réserves qu'on ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas à quoi ça servait. Et même certains objets qui sont un peu anachroniques.
Parce qu'on a toujours l'impression que parce que c'est vrai que tous les grands musées du monde ont des réserves, et on suppose généralement que dans les réserves, ce sont ou bien des doublons, c'est-à-dire des objets qui sont déjà en vitrine, dont on a plusieurs exemplaires, donc on en met un seul en vitrine, on a 4 ou 5 autres qui sont en réserve, ou bien des objets qui sont légèrement endommagés, moins beaux que celui qui est présenté en vitrine. Et même, tu vas être surpris d'apprendre que dans certains musées, ce que tu vois en vitrine est une reproduction. Le vrai objet, lui, est dans la réserve. Donc, on met en vitrine la reproduction. Quoi qu'il en soit, j'ai découvert qu'il existe dans les musées du monde entier en faisant ce travail-là. À un moment donné, j'étais passionné de ça. Je posais toujours les mêmes questions aux directeurs de musées pour découvrir que tous les grands musées ont des réserves. Et dans bien des cas, ces réserves-là contiennent des objets que les gens n'ont jamais vus et on ne les met pas en vitrine parce qu'ils soulèveraient beaucoup plus de questions qu'apporter des réponses. Par exemple, depuis quelques années maintenant, parce que le directeur du nouveau musée royal de Toronto, c'est un type un peu plus olé que son prédécesseur, il a accepté de ressortir de la réserve une épée viking qui était trouvée près des Grands Lacs. Okay. Là, on parle d'une épée qui était trouvée aux alentours des années 30. On connaît pas trop l'origine de l'épée. Mais celle-là, ça va venir jouer dans l'histoire, par exemple. Oui, parce que c'est exactement ça le problème. Officiellement, les archéologues et les historiens te diront, oui, les Vikings sont venus au Canada, mais ils n'ont jamais dépassé l'Anse aux Meadows, qui se trouve à Terre-Neuve. On sait qu'il y avait une colonie qui était là, et ces gens-là, d'ailleurs, ignoraient qu'ils étaient sur un nouveau continent. Ils croyaient que c'était simplement une île au-delà de l'Islande. Il y avait l'Islande, ils avaient voyagé plus loin, puis ils étaient tombés sur ce bout de terre-là, qu'ils croyaient être une île, et les Vikings se sont installés donc à l'Anse aux Meadows pendant quelques années. On croit à peu près pendant un siècle, peut-être même un peu moins que ça, avant de retourner finalement au Groenland. Et quand on va à l'Anse aux Meadows, on peut voir les vestiges de cette colonie viking qui est encore là. Mais officiellement, les Vikings n'ont jamais entré plus loin dans les terres. Ils sont toujours restés à l'Anse aux Meadows, ils ont fait de la chasse et de la pêche dans cette région-là, mais sont jamais allés plus loin. Or, tu comprends que il y a une histoire qui circule, est-elle authentique ou non, mais on a une histoire qui circule où un type faisait sauter à la dynamite, il faisait de la prospection minière et faisait sauter à la dynamite des souches d'arbres. Et là, on est près de Thunder Bay. Et en faisant, on est dans les années 30, au moment où il fait sauter une souche, c'est l'histoire qu'il raconte, au moment où il fait sauter une souche, il constate que dans le trou laissé, il y a des morceaux de fer. Il va récupérer ces morceaux de fer. Et visiblement, il s'agit d'une épée avec une espèce de tête qui semble être une tête de hache. C'est définitivement des objets de nature viking. Il n'y a aucun doute là-dessus. L'authenticité des objets ne pose pas de problème. C'est comment le type a-t-il trouvé ces objets-là? Les a-t-il réellement trouvés comme il raconte les avoir trouvés? Les a-t-il achetés à un brocanteur? A-t-il été quelque part, à un moment donné, en Scandinavie, a acheté ça chez un antiquaire, les a ramenés, tu comprends? Donc, il y a un flou sur la manière dont on a obtenu l'objet. Mais si l'objet, le récit est authentique, ça voudrait donc dire que les Vikings se sont au moins rendus jusqu'au Grand Lac. Ce qui, pour les historiens et les archéologues, est une absurdité. Hein? Ça ne cadre pas avec les mécanismes de l'histoire. Donc cet objet-là, crois-le ou non, a été acheté de mémoire au tournant des années 50. Il a été acheté par le Musée royal de Toronto. Et depuis, il était dans les réserves parce qu'on refusait de le mettre en vitrine. Parce que si on mettait l'épée en vitrine, tu comprends, les gens auraient dit, oui, mais une épée viking aux côtés des Grands Lacs. Ça va pas avec l'histoire qu'on nous a racontée. Ça va pas avec l'histoire qu'on nous a racontée. Ouais. Donc, on refusait de la mettre en vitrine. Et même le curateur, moi j'avais rencontré à l'époque le curateur, il avait refusé de me la montrer. J'ai dit, moi je voudrais voir cet objet-là, on l'appelle les reliques de Bradmore. Il a dit, on n'est pas question. Mais depuis quelques années maintenant, les gens qui visitent le Musée royal de Toronto peuvent la voir, l'épée. Elle est en vitrine. C'est sûr que la petite description qui est en dessous, on dit bien que l'origine de la pièce reste controversée. On a bien précisé ça. Mais quand même, les gens peuvent voir cette épée-là. Mais dans les musées du monde entier, il y a des objets comme ceux-là qui viennent un peu briser le moule de l'histoire et que les historiens, comme ils ont de la difficulté un peu à l'expliquer parce que ça semble un peu anachronique ou que ça va un peu à contre-courant des grandes pensées de l'histoire, mais on refuse de les mettre en vitrine. On faisait ça, Yannick, il y a pas si longtemps que ça. On avait des ossements, par exemple, de l'homme du Néandertal qui avait été testé au carbone 14, et on avait également des ossements d'Homo sapiens qui avaient été également testés au carbone 14. Et le problème, c'est qu'on arrivait aux mêmes dates. Oh.
Or, comme on arrivait aux mêmes dates, on se disait, c'est pas possible, parce que jusqu'à il y a 20 ou 30 ans, on croyait que l'évolution humaine s'était fait un peu d'un modèle à un autre, un peu comme quelqu'un qui se balance. Imaginons Tarzan qui saute d'une liane à une autre. On croyait que l'évolution humaine s'était faite de cette manière-là, en passant d'un spécimen, d'une humanité à une autre humanité, à une autre humanité. Or, on sait maintenant que c'est pas vrai. L'homme du Néandertal a côtoyé, de mémoire, je pense que c'est l'homme du Néandertal a côtoyé le Cro-Magnon ou quelque chose comme ça. On sait que ces deux humanités-là ont vécu en même temps. Ils se côtoyaient, Cro-Magnon côtoyait Néandertal. Donc, il est normal que des analyses au carbone 14 soient arrivées à un moment donné avec les mêmes nombres. Mais on préférait, comme ça allait en dehors, ça s'inscrivait en dehors du cadre de la pensée scientifique, on préférait mettre ces ossements-là. Non, c'est pas possible. Néandertal n'a pas pu côtoyer Cro-Magnon, donc là, les os de Cro-Magnon datant de cette époque-là, on les met au rencard, on ne les montre pas aux gens. Là, maintenant, on le fait parce que on s'est adapté à ça, on a compris que plusieurs humanités se sont côtoyées à des moments donnés de l'histoire. Donc, il y a des gens qui nous cachent des choses. Ouais, c'est ça. Donc, c'est pas la théorie du complot, mais c'est vrai que on essaie d'arranger l'histoire pour qu'elle nous paraisse un peu linéaire et qu'elle se suive bien sans heurts et sans chaos. Mais c'est pas toujours le cas. Moi, j'avais pensé faire une extraordinaire série sur ces artefacts interdits. Ouais. Mais malheureusement, on n'a pas les budgets au Québec et on préférait faire une émission sur les brocanteurs. Peut-être un jour. C'était plus intéressant, les brocanteurs. Quoi qu'il en soit. Mais c'est ça. L'histoire me fascine. Donc, on aura cette première conférence où j'ai choisi 4 grandes énigmes de l'histoire qui m'ont passionné et j'en ai plein d'autres en réserve. Donc, il y aura éventuellement une présentation d'un volet 2, 3 et 4. Au centre Vidéotron, devant 18 000 personnes. Au centre Vidéotron. Je te le souhaite. Mais tu vois, comme j'ai choisi l'une des histoires qui sera présentée en conférence demain, j'avoue que c'est une des histoires qui, pour moi, m'a le plus troublé, parce que généralement, même dans les énigmes de l'histoire, j'arrive souvent, par le bon sens, en parlant avec des historiens, avec des archéologues, on arrive souvent à dégager un scénario possible. Parce qu'il faut savoir, quand on parle d'énigmes de l'histoire, on est rarement dans le cadre d'une certitude historique. Généralement, des grandes énigmes de l'histoire, que ce soit qui était l'homme au masque de fer, parce qu'il a réellement existé, l'homme au masque de fer, et ce n'était pas Leonardo DiCaprio. Donc, quand on pense à ces énigmes-là, comme par exemple, on a souvent parlé à ce micro de Jack l'Éventreur. Oui. Donc, on n'a pas de certitude historique. Qui était Jack l'Éventreur? Qui était l'homme au masque de fer? On n'a pas de certitude historique. Mais généralement, on faut toujours aller du vraisemblable vers le moins vraisemblable. C'est comme ça qu'on aborde les énigmes de l'histoire. Du vraisemblable vers le moins vraisemblable. Et généralement, j'arrive assez bien à trouver des scénarios vraisemblables. Pas une certitude, mais un scénario vraisemblable. Et demain, je vais présenter une histoire qui s'est produite en 1959 dans les montagnes de l'Oural en Russie. C'est ce qu'on appelle l'affaire Dyatlov. J'ai été très privilégié d'avoir accès au dossier parce qu'il y avait à l'époque, en fait, c'est un groupe de 9 étudiants qui sont décédés d'hypothermie et on ne sait pas pourquoi. On sait qu'ils ont gelé, là, mais ils étaient dans une tente et à un moment donné, on est dans la soirée du 1er au 2 février 1959. Et pour une raison inconnue, ces gens-là ont paniqué. Mais quand je te dis paniquer, c'est pas à peu près, là. Ils avaient une tente, ils avaient installé leur tente sur une montagne qui s'appelle la montagne Olachal. On est dans l'Oural. C'est un endroit là, complètement désert. C'est le bout du monde. Les seuls gens qui vivent là, pour donner un peu une idée aux gens qui nous écoutent ce soir, imaginez là que vous campez quelque part dans le Nunavut. C'est un pays de désolation. Il n'y a pas un chat là. Il y a quelques communautés autochtones. Dans le cas de l'Oural, c'est une communauté autochtone, des descendants des Mongols, qu'on appelle les Mansi. Donc, on a quelques petites communautés autochtones de Mansi. Donc, ces gens-là, ces 9 étudiants-là, campent sur le mont Olachal. Leur objectif, c'est une montagne qui se trouve à peu près à 10 km, le mont Otterten, c'est là qu'ils doivent se rendre. Donc, ce soir-là, nuit du 1er au 2 février, ils installent leur tente. Quelque chose va se produire, mais quelque chose qui va les faire paniquer à un point tel, ils vont déchirer. Rappelle-toi, là, leur tente et la température de moins 20 degrés à l'extérieur. Leur tente, c'est leur seul abri. Sans la tente, t'es mort. On s'entend là-dessus, t'es mort. Ce qu'ils font,
ils déchirent la tente en lambeaux de l'intérieur. Ils sont dans la tente et déchirent la tente en lambeaux, quittent la tente, certains pratiquement en bobette et en bas. Et ils vont courir dans tous les sens. Évidemment, en pleine obscurité, à moins 20 degrés, tu t'éloignes de la tente de 3 pieds, là, de 1 mètre, tu la vois plus, là. Après quelques minutes, c'est terminé. C'est terminé. Puis là, t'es à 1 mètre, là, tu vas passer au côté, puis tu la verras pas, là. Il y a pas de lumière, là, à moins que ce soit la pleine lune, et ce soir-là, c'était pas la pleine lune. Donc, un coup qu'ils se sont éloignés à plus d'1 mètre ou 2 de la tente, s'ils s'éloignent au-delà de ça, ils pourront pas retrouver la tente. Ils sont sortis de la tente. Ce que l'on sait, ils ont fui la tente, mais sans courir. Ils sortent de la tente, ils sont littéralement en bobette et en bas, et ils vont quitter la tente sans courir. Ils s'éloignent de la tente, ils vont marcher en fait presque 1 kilomètre pour se rendre dans un boisé juste au pied de la colline. Ils vont attendre. Mais attendre quoi? T'es en bobette, en caleçon, c'est... Évidemment, tous ces gens-là vont mourir d'hypothermie. Ils n'arriveront pas à retrouver la tente. De toute façon, la tente est en lambeaux. Et à l'intérieur de la tente, tu comprends qu'on va retrouver leurs vêtements chauds, leurs sacs de couchage, des couvertures. Pourquoi est-ce qu'ils ont abandonné ça? Et ça, je t'avoue, ce truc-là, ça me démange. Ça t'obsède? Ça m'obsède. J'ai obtenu, à l'époque, il y a des trucs un peu bizarres aussi. Bon, on s'entend, il y a une partie du dossier, cette affaire-là s'appelle l'affaire Dyatlov. Elle est connue, elle est assez bien connue maintenant ici en Occident, mais il y a 10 ans à peu près, personne n'avait entendu parler de cette histoire-là. Moi, je l'ai appris. Écoute, on était en 2008, on tournait à la recherche des reliques saintes. Je me trouvais en Turquie, au mont Ararat, où il est supposé avoir l'arche de Noé. Ouais. Il faut savoir que le mont Ararat se trouve sur la frontière de l'Iran et de la Russie. Donc, on côtoie des gens qui viennent de ces communautés-là, qui se connaissent, qui échangent entre eux. Et à un moment donné, on tombe sur un groupe de militaires, un groupe arménien armé. Et là, on se met, il est assez sympathique, on jase ensemble. Et là, il me demande, il dit, mais vous faites quoi, Monsieur Page? Là, moi, je dis, je suis un chasseur de mystères. Et là, il y en a un qui me dit, qui lui était russe, il me dit, vous cherchez des mystères? Vous devez vous intéresser à l'affaire Dyatlov. J'avais jamais entendu parler de l'affaire Dyatlov. Et grâce à lui, j'ai pu mettre la main sur plein de documents. Il en a traduit quelques-uns. Il m'a même mis en contact une fondation Dyatlov qui existe aujourd'hui à Ekaterinbourg, qui a été fondée d'ailleurs par le seul survivant du groupe. Le groupe que je te parle, des 9 étudiants, il y en a un qui a survécu, mais il a quitté avant. Donc, ces gens-là ont quitté Ekaterinbourg. On est de mémoire, on est le 26 janvier. Ils vont remonter vers l'Oural. Et à mi-chemin, l'un d'entre eux, un type qui s'appelle Yuri Yudin, souffre de maux de dos épouvantables. Et à mi-chemin, il dit à ses compagnons, je ne pourrai pas continuer avec vous. Fait qu'on dit, OK, parfait, on s'embrasse, on se donne des tapes dans le dos. Yuri Yudin revient à Ekaterinbourg. À l'époque, ça s'appelait Sverdlov. Il revient donc à Sverdlov. Et il va apprendre quelques semaines plus tard que tous ses compagnons sont morts. Donc, Yuri Yudin est le seul survivant du groupe Dyatlov. Et il va consacrer le restant de sa vie à honorer la mémoire de ses compagnons. Il va fonder, la ville Sverdlov va devenir éventuellement Ekaterinbourg, reprendre son ancien nom d'ailleurs. Et au moment où il va fonder Ekaterinbourg, cette fondation Dyatlov, qui a à peu près tous les objets du groupe Dyatlov. On a la tente en lambeaux, les sacs de couchage. J'ai eu accès, ils ont pris 87 photographies. Ils avaient 3 appareils photo. Ils ont pris 87 photographies de leur équipé. On va les voir en conférence. J'ai les 87 photographies. D'ailleurs, l'une d'elles est supposée montrer un Yeti. On pourra en reparler. Mais bon, bref, j'ai eu accès à tous ces documents-là. Et à l'époque, et ça c'est un peu étrange, je vais pas faire dans le complot, là. Mais aujourd'hui, l'armée rouge, le KGB, qui s'appelle maintenant le FSR, le KGB avait à ce moment-là chargé un policier des enquêtes criminelles, un type qui s'appelait Lev Ivanov. On l'a chargé à ce moment-là. Là, on est rendu à peu près quand on va retrouver la tente et les objets du groupe Dyatlov, on est à peu près à la mi-février. L'affaire a un tel retentissement en Union soviétique que, évidemment, on va ouvrir une enquête officielle. C'est ce fameux Lev Ivanov qui va être chargé de l'enquête.
Ivanov va remettre son rapport en mai. Donc, il enquête de février à mai. Quand il remet son rapport, écoute, là, c'est étonnant, tu lis ça, c'est un rapport officiel. Là. Dans le rapport officiel, Lev Ivanov dit « Ces gens-là sont tous morts d'hypothermie. » Ça ne fait aucun doute, ils sont morts gelés. Et il dit la cause de cette panique, il dit ils ont réagi à une force irrésistible inconnue. C'est comme ça qu'il termine son rapport. La conclusion. Une force irrésistible inconnue. Et ce Lev Ivanov va dire plus tard, toute sa vie, il va refuser de commenter l'affaire Dyatlov. Évidemment, il était au cœur de l'action. Est-ce qu'il y a accès à des documents? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, une partie, comme je t'ai mentionné, le KGB garde une partie du dossier Dyatlov encore secret. Donc, on peut spéculer sur ce qu'on nous garde secret. Mais ce Lev Ivanov a toujours refusé de commenter l'affaire Dyatlov. Les seules choses qu'il a dit à peu près, c'est que le KGB avait fait pression sur lui pour qu'il remette son rapport le plus rapidement possible. Et je vais te donner quand même un petit scoop. Là. Lev Ivanov, quelques semaines avant de décéder, il est décédé en 1993, dans un petit journal du sud de la Russie, il a donné une entrevue dans laquelle, pendant à peu près, disons, 30 secondes, il a évoqué l'affaire Dyatlov. Et selon lui, ils ont été effrayés par des ovnis. C'est exactement C'était sa conclusion. Wow. Ouais. En fait, il dit, là, évidemment, ça peut paraître un peu amusant de dire ça comme ça, mais Lev Ivanov dit, ces gens-là, la force irrésistible inconnue, lui, il dit, je suis persuadé que c'est des choses qu'ils ont vues dans le ciel. Donc, la définition typique de objets volants non identifiés, est-ce que ces objets-là étaient des prototypes russes, une arme russe, des engins extraterrestres? Ivanov fait pas de commentaire là-dessus. Il dit, je suis persuadé que ces gens-là ont vu quelque chose. Ce quelque chose-là les a effrayés au point qu'ils ont eu tellement peur qu'ils ont déchiré la tente et sont sortis de cette manière-là. Ils ont craint pour leur vie à cause de ces manifestations aériennes. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est possible de faire des expéditions puis aller voir cet endroit-là? En fait, aujourd'hui, l'endroit s'appelle officiellement le col Dyatlov. OK. Et à l'époque, c'est assez amusant parce que c'est un endroit comme imagine-toi un sérac de neige. Là, il y a rien, sauf qu'au milieu de ce sérac de neige, il y avait un gros rocher qui ressemble un peu à une botte, une grosse botte de pierre. Et elle a quand même son importance, ce gros rocher-là, qu'on a retrouvé les corps des disparus, en fait les 9, qui ont été trouvés en 2 temps. Aux alentours de la mi-février, on va trouver les 4 premiers corps dans la neige, qui visiblement, ces gens-là, ont quitté la forêt et essayaient de marcher en direction de la tente. On a donc l'impression qu'ils ont, à un moment donné, ils se sont dit, écoute, si on retrouve pas la tente, on va mourir. Donc, on essaie de la retrouver. Donc, il y en a 4 d'entre eux qui ont marché en direction de la tente et ils sont tombés comme des soldats au champ de bataille, un après l'autre, avant même de réussir à retrouver la tente. Donc, ça, c'est les 4 qu'on a retrouvés. On est à ce moment-là à peu près à la mi-février. Les 4 autres corps vont être retrouvés 2 mois plus tard dans un ravin. Visiblement, il y a tellement de trucs qui sont incroyables dans cette affaire-là. À un moment donné, le groupe a décidé, pour une raison inconnue, de se diviser. 4 d'entre eux ont dit, nous, on va prendre une direction, et 5 autres ont dit, il y en a 2 qui sont morts dans la forêt. Quand ils se sont réfugiés dans la forêt, ils étaient 9. Sur les 9, il y en a 2 qui meurent là, sous les arbres. C'est probablement ce qui va décider les autres à agir. Si on réagit pas, on meurt. Donc, il y en a 2 qui meurent par hypothermie. Donc, il en reste 7. Il y en a 3 qui vont tenter de retourner à la tente. Ils vont mourir les uns après les autres, gelés. Les 4 autres, visiblement, ont décidé de se séparer du premier groupe pour essayer de trouver du secours ailleurs, je sais pas trop, mais ils vont tous les 4 tomber dans un ravin. Donc, évidemment, en pleine obscurité, ils n'ont pas vu le ravin arriver. Là, ils marchaient, puis le sol a disparu sous leurs pieds et les 4 sont tombés dans le ravin. Et ces 4 derniers corps, on va les retrouver 2 mois après les 3 premiers qui étaient sous la neige. Et ces gens-là, évidemment, ils avaient des blessures physiques qui correspondaient à la chute qu'ils ont faite, parce que c'était quand même une chute de 20 mètres, là, le ravin en question. Mais encore une fois, en dehors de ces blessures qu'on a relevées sur leur corps, qui étaient consécutifs à la chute, ces gens-là avaient pas été attaqués par des animaux, étaient pas blessés. Il y a rien.
c'est vraiment le néant, là, cette histoire-là. Incroyable. Et ce fameux rocher en botte qu'on retrouvait tout près qui était à la base de ce mont Alachal, lorsque les secouristes ont trouvé les corps, en attendant que les hélicoptères de l'Armée rouge viennent récupérer les dépouilles, c'est sous ce rocher-là, pour les mettre à l'abri du vent et de la neige, c'est là qu'on avait entassé les corps. Donc, tu comprends, ce rocher-là a une importance dans l'histoire d'Dyatlov. Il a joué un rôle dans l'histoire d'Dyatlov. Et aujourd'hui, ça reste encore le bout du monde, là. Mais évidemment, les conditions de faire du trekking aujourd'hui, on sait qu'il y a des gens qui aiment les sports extrêmes. Ils font du trekking, ils vont jusque dans l'Oural. Quand ils passent par là, on voit ce gros rocher en forme de botte qui est devenu un peu un point géographique, une référence géographique sur le rocher en question. D'ailleurs, soit dit en passant, l'Armée rouge a interdit l'accès à la zone pendant 3 ans. Donc, quand il y a eu l'affaire Dyatlov en 59, de 1959 à 1962, il était interdit d'aller dans cette région-là. En 1962, l'Armée rouge a levé l'embargo. Donc, aujourd'hui, quand tu vas là, l'endroit s'appelle le col Dyatlov. On voit ce gros rocher en forme de botte, évidemment, toujours là. Et le gouvernement russe a fait placer sur le rocher une plaque au nom des sur lesquels sont listés les noms des membres du groupe Dyatlov, les 9 victimes, avec un résumé un peu de l'incident. Donc, on reconnaît, il y a une marque géographique qui rappelle à la mémoire ces événements du col Dyatlov de 1959. Une histoire tout à fait incroyable. Et demain, une partie de ma conférence portera notamment sur l'affaire Dyatlov. Je me l'ai noté parce que je vais aller faire quelques lectures là-dessus. Hey, je veux t'entendre 2 minutes là-dessus parce que hier, je parlais avec un auditeur, tu sais que j'anime le Last Call, du lundi au jeudi, puis c'est les auditeurs qui appellent puis qui y amènent divers sujets. Et j'ai entendu encore une fois parler d'Alex Jones, qui est un animateur de radio aux États-Unis. Conspirationniste. Quand j'écoute Alex Jones, je l'écoute comme si c'était quelqu'un qui faisait un spectacle. Oui, absolument. Qui peut dire des fois des choses qui sont réelles, mais qui des fois peut dire des choses qui sont totalement irréelles. Et la dernière chose que j'avais entendue d'Alex Jones, écoute, je l'ai écouté plusieurs fois, là, pas loin d'une 50aine de fois. Et la dernière chose que j'avais entendue, puis c'est ce qui m'avait fait décrocher un peu, c'est qu'il mentionnait qu'Hillary Clinton, dans l'affaire Pizzagate, là, l'affaire des pédophiles, était dans une histoire de pédophiles, d'enlèvement d'enfants et tout ça. Je me suis dit, je veux dire, qui va embarquer là-dedans? Et hier, j'ai un auditeur qui me dit, mais écoute-les comme il faut, ce gars-là. Puis j'ai comme senti que Alex Jones pouvait avoir ce genre d'adeptes-là. 40 millions. Qui croient en lui. Ouais, mais c'est 40 millions de spectateurs qui peuvent peut-être être comme moi en disant, OK, il fait un spectacle. Mais moi, ce qui me fait peur, c'est que des gens croient en cet homme-là à 100%. Ouais, écoute. C'est quoi le danger, ce gars-là? Je vais simplement te donner une statistique et tu vas comprendre uniquement par la statistique comment ton inquiétude, elle est fondée. Dans les grands pays industrialisés, là, les États-Unis, le Canada, l'Angleterre, la France, dans les grands pays industrialisés, ce qu'on appelle le seuil de crédulité est de 5%. Le seuil de crédulité, c'est l'information que des gens, en fait, c'est un nombre de gens, statistiquement, qui vont accepter n'importe quelle information véhiculée par les médias comme étant vraie. Ces gens-là ne se posent pas de questions. Donc, la personne est là, elle attend chez IGA de passer à la caisse, elle voit dans le rack à journaux, elle voit un magazine qui dit « Paul McCartney est mort en 1966 puis a été remplacé par un sosie ». Cette personne-là, spontanément, dit « Ah, tabarnouche, c'est vrai ». Si tu comprends, elle accepte cette information. Elle se pose pas de questions, là. Elle accepte spontanément cette information-là. Quelqu'un dit « Ah, j'ai vu Elvis Presley, il fait de la pizza à Kalamazoo, au Missouri. » Ah, Elvis Presley toujours vivant puis il était à Kalamazoo. Donc, et le taux dans les grands pays, évidemment, tu comprendras que plus le taux, c'est inversement proportionnel à l'éducation du pays. Moins un pays est éduqué, plus le taux de crédulité est élevé. Les taux les moins élevés de crédulité, parce que on a quand même des bons mécanismes d'information, on a des bibliothèques, on a des journaux, on a des sources pour se documenter. Évidemment, les grands pays occidentaux sont les pays où le seuil de crédulité est le plus bas. Mais le plus bas, c'est quand même 5% de la population. Ça veut dire qu'il y a 5% de la population, peu importe l'âge, peu importe le sexe, il y a 5% de la population qui spontanément croit une information dès qu'elle est véhiculée par un média d'information. 5% de 40 millions, parce que Alex Jones, c'est 40 millions d'auditeurs.
5% de 40 millions. 10%, t'es à 4 millions. Ouais. Ça veut dire que tu as 2 millions de personnes chaque semaine aux États-Unis. 2 millions de personnes chaque semaine qui écoutent Alex Jones et qui croient 100% ce que Alex Jones véhicule. Parce que moi, je l'écoute pour me divertir. Ouais, c'est sûr que un spectacle, tu sais. Mais d'entendre que le gars, il croit absolument tout ce qu'Alex Jones dit. Puis j'ai beau lui dire, ben là, il est en train de dire, tu sais, j'ai tout ressorti, là, les trucs hallucinants qu'Alex Jones mentionne. Bon, il y a eu l'histoire du Pizzagate, 9/11. Ouais. Donc, là, les attentats du 11 septembre. Les Illuminati, le groupe Bilderberg, il y a ensuite de ça, il y a toutes ces associations-là de groupes fermés. Là, ouais. Là, je l'écoute parce qu'il est divertissant, mais je laisse de côté ces parties-là en me disant c'est du n'importe quoi. Je suis capable de faire la différence, mais moi, ce qui me fait peur, c'est des gens qui croient. Ça devient des gourous pour ces gens-là. Oui, absolument. Et ce 5%, et on s'étonne toujours que des informations très douteuse soit véhiculée et ait autant de prise. Mais c'est vrai qu'avec des mécanismes de diffusion de l'information comme l'Internet, ben évidemment, les gens... Parce que dans l'Internet, t'as deux grosses problématiques. Hein. Dans un premier temps, t'as ce 5% de la population, donc ce seuil de crédulité où les gens ouvrent Internet et là, on raconte... Parce que ces gens-là, peu importe le site, là, que ce soit CNN, que ce soit Radio-Canada ou que ce soit complot.com, pour eux autres, c'est tout pareil, ça. Et sur complot.com, on dit la Terre est plate. Ben, tabarnouche, la Terre est plate. Ils vont croire que la Terre est plate. Il dit tellement de choses, Alex Jones, tu sais, puis que quand il y a quelque chose qui sort, exemple, je sais pas moi, le FBI relâche de l'information, la CIA relâche de l'information. Là, il arrive avec ça puis il dit voilà, j'avais raison. Exact. Il pervertit un peu ce qu'il avait dit au départ. Absolument. Puis il fait des liens en disant ouais, j'avais dit ça moi en 1988 là. Ouais. Puis le monde embarque. Ouais, et le nombre, à cause de ce seuil de crédulité, tu comprendras que c'est un mécanisme, en fait, qui est comme impossible à arrêter, dans la mesure où tu as un auteur qui écrit n'importe quelle bêtise. Il fait un livre, puis c'est n'importe quoi. C'est pas grave. Il dit, je sais pas, moi, on n'a jamais été sur la Lune. Tiens, voilà, j'ai écrit un livre, on n'a pas été sur la Lune. Bon. Là, tu te dis, mais voyons, on peut démontrer très facilement qu'on est allé sur la Lune, d'autant plus que maintenant, il y a des sondes qui tournent autour de la Lune, des sondes lunaires, qui ont refotographié les sites d'atterrissage. Puis on les voit, les LEM, là, qui sont... En fait, on voit le premier étage du LEM qui est là, on voit le drapeau, on voit la petite Jeep qui était laissée là. C'est tout trafiqué, ça! C'est ça. Fait que là, tu dis, ouais, j'ai tout trafiqué. Et là, tu dis, écoute, là, et t'as beau essayer d'apporter n'importe quel argument, ça fonctionnera pas, premièrement. Moi, les Russes, ils auraient parlé un peu. Là. Ouais, ben écoute, souvent aux gens, je dis, savez-vous, tu sais, Neil Armstrong débarque sur la Lune le 19, dépendamment de l'endroit où tu te trouves dans le monde, 19 ou 20 juillet, là, 1969. Il débarque donc, la date officielle, c'est le 20 juillet 1959, à 2h56 du matin, heure internationale. Donc, Neil Armstrong met le pied sur la Lune. On est le 20 juillet. Qu'ont fait les Russes le 21 juillet? Ils ont tiré à la plug sur leur programme lunaire. Les Russes sont jamais allés sur la Lune, ils ont tiré à la plug dès le lendemain. Donc, s'il y a quelqu'un qui savait, parce que évidemment, il y avait de l'espionnage, les Russes savaient exactement ce que les Américains faisaient, puis les Américains savaient exactement ce que les Russes faisaient. Si les Américains n'avaient pas été sur la Lune, les premiers à le savoir auraient été les Russes, puis crois-moi qu'ils se seraient vite empressés d'envoyer un Russe là avec un drapeau. Bang! Ça s'est jamais fait. Pourquoi? Puis là, on peut pas dire que les Russes et les Américains s'aimaient, là. C'était des rivaux. Donc, qu'ont fait les Russes au lendemain de l'atterrissage d'Apollo 11, ils ont tiré la plug sur leur programme lunaire. Et ce qui est assez surprenant d'ailleurs, en 1975, il y a eu une mission conjointe américaine et soviétique qu'on a appelée la mission Apollo-Soyouz. En fait, c'était une sorte de poignée de main qu'on se donnait dans l'espace. On avait un vaisseau russe Soyouz, on avait un vaisseau américain Apollo, et on avait construit une espèce de chambre d'arrimage où les deux vaisseaux pouvaient s'arrimer, et là, ils pouvaient passer d'un vaisseau à l'autre. Comme ça, si éventuellement il y avait une tragédie dans l'espace, on avait des mécanismes pour pouvoir se secourir mutuellement. C'était au nom de l'avancement de la science. Donc, lorsqu'il y a eu cette fameuse mission Apollo-Soyouz, on est en 1975. Pour se familiariser avec les équipements russes, des astronautes américains sont allés
au cosmodrome russe de Baïkonour. Baïkonour, c'est le Cap Kennedy de la Russie. Donc, ils arrivent, les astronautes racontent, ils disent, lorsqu'on est parti de Moscou vers le centre de Baïkonour, ils disent, le train qui nous amenait à Baïkonour avait des rideaux pour pas qu'on voit à l'extérieur. Donc, on n'a pas vu le trajet de Moscou à Baïkonour. Mais quand on est arrivé à Baïkonour, il dit, un des astronautes, il me raconte, il dit, ce qui était surprenant, il dit, c'est qu'on voyait sur un pad de lancement une immense fusée Proton, toute rouillée, abandonnée là, qui était visiblement une fusée capable de propulser un équipage sur la Lune. Visiblement, les Russes étaient prêts à envoyer des hommes sur la Lune, mais quand Armstrong, évidemment, a posé le pied sur la Lune, merci, bonsoir, la course à la Lune venait d'être gagnée par les Américains. Mais quoi qu'il en soit, quelqu'un écrit un bouquin là-dessus, c'est des foutaises. Dis-toi bien, aux États-Unis, ils sont 300 millions d'Américains. 325 millions. Dis-toi que peu importe ce que tu diras, il y aura toujours 5% des gens qui vont croire ce que tu vas dire. Ces 5%-là vont écouter ton émission de télé. Hitler est toujours vivant, puis il vit quelque part en Argentine. Ils vont écouter nos ancêtres, les extraterrestres, en disant « Oh, c'est des extraterrestres qui ont construit les pyramides. » Ils vont acheter ton livre « On n'a jamais été sur la Lune » parce qu'il y aura toujours ce 5% de gens. Et sur une population de 300 millions de personnes, 5%, c'est quand même 15 millions de personnes que tu vas convaincre avec ton discours. Un autre bel exemple de ce 5%-là, c'est Mike Hughes, qui tente de faire croire aux gens que la Terre est toujours plate. Puis là, qui veut partir avec une fusée. Tu dis, écoute, le gars, il y a rien qu'à analyser un petit avion pour sauter en parachute. Non, et là, il investit 20 000 pour bâtir sa fusée. Puis les morceaux, il les a pris d'un cours à scrap. Là. Voilà, absolument. Et il a construit ça dans son garage. Là, la dernière fois, il a appuyé sur le bouton, ça n'a pas parti. Et c'est assez amusant parce qu'il est supporté, parce qu'aux États-Unis, il y a la Flat Earth Society, donc une société d'adeptes de la Terre plate, et qui ont en partie financé les travaux de ce Mike Hughes. Écoute, c'est quand même incroyable, tu sais on est en 2018 et parce que ultimement, quelque part, moi, en tout cas personnellement, ce qui me déstabilise, c'est comment l'argument du bon sens ne porte pas. Parce que tu dis, attends une minute, on a des images de l'espace. Ouais, mais c'est la méchante NASA. La NASA n'a pas l'hégémonie de l'espace. Hein? Les Russes vont dans l'espace, l'Inde va dans l'espace, la Chine va dans l'espace, le Japon va dans l'espace. Il y a plein de monde qui vont dans l'espace. Et, tout est organisé, Christian. Ils s'entendent tous ensemble. Le type, là, Bugmaer ou quelque chose comme ça, qui a sauté, rappelle-toi, il y a 2 ans, Bob Garner, qui a sauté à 100 quelques mille pieds. On la voyait à la courbure de la Terre. Oh, c'est de la NASA. Tu comprends? Donc, on ramène toujours à la NASA, alors que l'espace n'est pas l'hégémonie. La NASA n'a pas l'hégémonie de l'espace. Dès que tu prends un avion et que tu voles, par exemple, à 40 000 pieds d'altitude, le Concorde, par exemple, voyageait à 50 000 pieds d'altitude. Tu vois la courbure de la Terre. Là, les théoriciens disent, non, c'est le hublot qui fait cet effet fish-eye qui te donne l'impression que la Terre est ronde. Oui, mais pourquoi l'effet fish-eye ne marche pas quand l'avion est sur le tarmac? Je vois pas les hangars déformés. Je vois pas les arbres déformés. Ça marche rien que rendu à 35 000 pieds, cet effet fish-eye. Donc, mais l'argument ne porte pas. Et ultimement, tu dis, attends une minute, faut que le complot soit énorme pour que toutes les nations du monde emboîtent le pas. La Chine, la Russie, le Japon, l'Inde, les Américains, tous ces gens-là, tous les astronautes, tous les programmes de l'espace où on voit, et toutes les sondes envoyées dans l'espace qui ont fait un clin d'œil en regardant la Terre qui montre bien qu'elle est ronde, tous ces gens-là feraient partie d'un immense complot. On aurait falsifié des millions de photographies, de films, pour nous cacher que la Terre est plate. C'est logique. Mais ça change quoi que la Terre soit plate, carrée, qu'elle ait la forme d'un bouton? Tu comprends? Il y a pas d'enjeu, là. Et as-tu déjà quelqu'un qui l'a vu le bout de la Terre plate? Tu sais, quelqu'un est arrivé avec une photo de... Regarde, j'arrive au bout. Et c'est là, le bout. Non, pas ça. Il y a pas personne qui prend une photo du bout. Tu sais, mais, effectivement, d'ailleurs, c'est assez étonnant parce que cette croyance de la Terre plate,
La Flat Earth Society, qui était créée dans la deuxième moitié du 19e siècle. Qui ramasse des fonds, hein? Oui, qui a toujours vivoté, hein. C'est quelques dizaines de membres, des égarés, quelque part. Mais crois-le ou non, depuis 5 ans, la Flat Earth Society a vu son nombre d'adhérents tripler. On avait comme 75 personnes. Là, ils sont rendus à près de 500 membres. 500 membres dans la Flat Earth Society, c'est quand même surprenant. Je veux dire, mais bon, les gens adhèrent à ces croyances-là, mais c'est, comme je t'ai mentionné, c'est 5%. Les gens vont lire les arguments. Écoute, il y a des arguments qui sont un peu fantoches. Là, j'en ai vu un récemment, je pense que c'est la semaine dernière. Un type sort dans sa cour avec une orange. Il prend un verre d'eau. Oui. Vide le verre d'eau sur l'orange, puis l'eau tombe de l'orange. Et si la terre était ronde, comme ça, ben l'eau tiendrait pas sa boule. Ouf. Et là, il prend une assiette, verse de l'eau dans l'assiette, puis il dit, gars, l'eau reste dans l'assiette. Tu sais, physique 101, il a coulé ça, lui, là. Il a raté un épisode. C'est sûr qu'il a manqué ça, lui, là. Hey, Christian, tu nous avais choisi 4 sujets pour ce soir. On n'en a pas fait un. Ouais. Là, je te laisse le choix entre l'arme sonique, les ovnis au-dessus de l'Oregon, Bigfoot devant les tribunaux, police et poltergeist. Écoute, moi, j'irais avec OVNI au-dessus de l'Oregon parce que c'est très spectaculaire. Écoute, je te rappelle, on en avait parlé au moment où les faits s'étaient produits, on en avait parlé. Ça se passe le 25 octobre 2017. Au départ, l'information est un peu clairsemée. C'est partiel. Il y a un peu de flou là-dedans. On sait qu'on a des pilotes de ligne qui observent près de la frontière. Au départ, on est près de la frontière de la Californie et de l'Oregon. Les avions en question sont en ligne vers l'aéroport de Portland et ils vont rapporter la présence d'un objet volant lumineux inconnu qu'ils peuvent voir. Là, il y a un contact visuel, ils le voient bien. Ils communiquent ces informations-là aux tours de contrôle qui suivent leur déplacement. Et là, on a ces communications tripolaires parce qu'on a 3 avions qui sont en vol. Donc, on a les échanges entre ces pilotes qui parlent de cet objet. À ce moment-là, comme ces ovnis, appelons-le comme ça, comme ces ovnis étaient dans les corridors aériens utilisés par l'aviation civile, la Garde nationale américaine avait été informée et à la demande de la NORAD, la NORAD c'est un système de protection de l'Amérique du Nord, donc une sorte de coalition là, du Canada, les États-Unis pour protéger en fait c'est le traité de défense de l'Amérique du Nord. Donc la NORAD demande à la Garde nationale d'envoyer 2 chasseurs, donc on envoie 2 chasseurs F-15 qui malheureusement ne pourront pas voir l'objet, ils ne le verront pas, ils vont le chercher mais ne le trouvent pas. Ils reviennent au sol en disant, bon, on l'a pas vu. C'était un peu fragmentaire, cette histoire-là, mais on avait les communications radio des pilotes qu'on avait fait entendre à l'époque. Et là, voilà que quelque chose de spectaculaire se passe. Moi, je dois t'avouer que là, c'est venu torpiller mon hypothèse. Parce que quand j'ai appris que les observations s'étaient produites initialement près de la frontière de la Californie et de l'Oregon, il faut savoir qu'aux côtés de la Californie et au sud de l'Oregon, faisant frontière commune avec ces deux États-là, il y a le Nevada. Et qu'y a-t-il au Nevada? La base militaire la plus importante dans le développement des prototypes en avionique, c'est la base, et les gens qui nous écoutent, qui connaissent bien, qui s'intéressent à l'étrange et l'insolite, connaissent bien cette base-là sous le vocable de Zone 51. Area 51. L'Area 51. Donc, c'est un lac asséché, le lac Groom, le Groom Lake. Et sur les bords de ce lac asséché, depuis les années 50, les Américains ont développé une base de développement avionique. C'est à l'ombre de ces hangars qu'on a développé le premier avion espion américain, le U-2, suivi ensuite le SR-71 Blackbird, la technologie des avions furtifs, le F-117 Stealth Fighter, le B-2. Et au moment où on se parle, on est en train de développer une nouvelle gamme, visiblement, de drones militaires qui bénéficieraient de la technologie furtive. Donc, on pourrait pas les détecter sur radar. C'est à peu près ce qui se passe dans la zone 51. Évidemment, depuis les années 80, il y a des rumeurs qui voudraient qu'il n'y ait pas que des prototypes militaires là-dedans. Les Américains auraient peut-être récupéré des ovnis d'origine extraterrestre. Peut-être que les Américains procéderaient à de la rétro-ingénierie. Donc, on prend ces engins extraterrestres, on les déboulonne, on les défait pour voir comment ils fonctionnent, pour voir si on ne pourrait pas adapter cette technologie extraterrestre sur la technologie humaine.
Mais ça, pour l'instant, ça reste à prouver. C'est une rumeur qui circule. Mais les gens qui s'intéressent au phénomène des ovnis connaissent bien cette base de la zone 51. Elle a été évoquée dans des films. On pense par exemple à Independence Day, par exemple. On l'évoque ouvertement, cette base de la zone 51. Et les présidents américains. La base a été gardée secrète pendant de longues années. Hein. Ce n'est que depuis l'avènement du président Clinton qu'on a reconnu l'existence officielle de la base de la zone 51 qui avant, on disait non, elle n'existe pas, c'est un mythe, c'est une légende. Même si on pouvait aller dans les montagnes avec de puissantes jumelles, on pouvait voir les installations militaires. L'armée disait non, cette base-là n'existe pas. Mais bon, si j'en reviens à mon histoire... Mais juste avant, j'ai eu ouï dire qu'il y a un animateur de télé du Québec qui a essayé de traverser les barrières d'Area 51. Ben oui, il y avait Christian Page qui était allé à l'Area 51, il a sauté de l'autre côté de la grille. Et qu'est-ce que ça a fait? Il y avait, dans les collines qui avoisinent le passage, parce qu'il y a deux rues, en fait deux routes qui mènent à la base. On dit la route d'en avant et la route d'en arrière, sans mauvais jeu de mots, mais... Ne soyons pas grivois ce soir. Et sur une des routes, quand tu arrives à peu près à 20 km de la base, il y a des guérites qui ressemblent un peu à ces fameuses clôtures de bois, ces bras de bois qui coupent, par exemple, l'accès aux voies ferrées lorsqu'un train passe. Ouais. Bon, il y a des guérites comme ça sur une des routes. Et là, quand tu arrives là, évidemment, dans les collines, juste je te dirais à 100 mètres de la guérite, tu vois des camions, genre camions Cherokee, là, blancs, qui sont visiblement des camions de sécurité, là, d'agents de la base, qui sont des agents de sécurité de la base. Et eux observent ces deux accès-là pour être bien certains qu'il n'y a pas d'étrangers qui traversent. Alors moi, j'arrive là, écoute, je suis avec mon caméraman, on tourne un documentaire, on se dit, bon, on va faire les smats un peu. On les voit bien, là, les camions, ils sont là. Donc, je saute de l'autre côté de la guérite. Rien. Alors là, je dis au caméraman, je dis, là, tu vois, officiellement, je suis dans la zone 51. Je ressaute de l'autre côté de la guérite en disant, là, je suis en dehors de la zone 51. Et je refais ça 4 ou 5 fois. Et à la dernière fois, les camions qui étaient là, un des camions a parti des gyrophares, puis là, il a comme klaxonné. Et quels ont été tes premiers mots? Et mes premiers mots, j'ai dit au caméraman, j'ai dit, écoute, il serait temps qu'on décalisse. Mais si j'en reviens à mon histoire, Yannick, oui. Elle se passe donc le 25 octobre 2007. Ouais. Cet objet volant inconnu se trouve dans les corridors aériens. Or, faisant frontière commune avec la Californie et l'État de l'Oregon, il y a le Nevada, où se trouve cette fameuse base de la zone 51. Alors moi, je me suis dit, c'est peut-être un prototype militaire qui était en vol et que les pilotes ont observé. Mais là, voilà que cette semaine, coup de théâtre. À la fois la Federal Aviation Authority ainsi que l'US Air Force, les deux, là, reconnaissent que l'événement s'est bel et bien produit, et donc ils reconnaissent la légitimité de l'appareil, des observations. Mais en plus de ça, ils ont rendu public des dizaines de communications entre différents contrôleurs aériens qui s'échangeaient de l'information. Ils ont également publié les relevés radars, et là on commence à déchiffrer un peu l'affaire. On découvre en fait que l'OVNI, appelons-le comme ça, l'OVNI a été détecté à 16h30 à la frontière de la Californie et de l'État de l'Oregon. Si l'armée reconnaît l'existence de l'OVNI... Donc de l'objet volant non identifié? Il est peu probable que ce soit un de ses prototypes. Tu comprends? Parce que à partir du moment où tu reconnais l'incident, c'est sûr que les journalistes vont sauter là-dessus comme un chien sur un os. Et t'as pas l'intention d'intéresser trop les journalistes à l'utilisation de tes prototypes secrets. Donc, à ce moment-là, ce que l'on fait, donc l'US Air Force rend ça, elle rend public des communications, tu en as quelques-unes. Oui. Écoute, on va en faire entendre une. La première, c'est un des contrôleurs aériens qui appelle un autre contrôleur aérien, puis il dit, écoute, as-tu quelque chose, toi, à 37 000 pieds sur ton radar? Et on va voir un peu leur étonnement. Number 1550 Lima, level 43 is the wrong way. That's perfect. Do you know that target south of the boundary there, that 0027 code moving very fast at 37,000? Oh, look at that thing. Yeah, that's crazy. Huh. And you don't have anything on him, huh? I got nothing. Well, look. WestJet 1698. No, the WestJet 1698 is he is at 370, and that dude is, 150 miles to the north of him. I'll flash to that data block. There you go. There's where WestJet is.
Donc, on a cette première communication qui dit il disait au contrôleur, il dit, est-ce que tu sais où est 6098? Ça, c'est un vol de WestJet. Ouais. Puis il dit, ouais, je le vois, WestJet. Puis il dit, l'objet en question, là, lui, il se trouve à peu près à 150 000 du WestJet. Mais donc, il le voit sur l'écran radar. Deuxième échange, c'est une des contrôleuses aériennes qui appelle le système de sécurité de la zone. Elle se trouve dans la zone 36, là où il est détecté l'OVNI. Et là, elle appelle le circuit régional pour voir, parce que l'objet vient de disparaître de son radar. Alors, elle appelle le contrôleur du circuit régional et là, on va voir un peu leur étonnement. Je pourrais pas la mettre, on n'aura pas le temps. On n'aura pas le temps. Mais sais-tu quoi? On va reparler de cette histoire-là mercredi. C'est vraiment exceptionnel. Les communications sont hallucinantes et ça vient confirmer cet incident OVNI. On le dit bien, là, objet volant non identifié. On ne fera pas d'interprétation là-dessus. Et, je l'ai souvent dit, les phénomènes de type aéronautique comme ceux-là qui impliquent du personnel volant avec des relevés radars, des communications entre les pilotes, à mon avis, ce sont les meilleurs dossiers OVNI qu'on peut avoir. Et dans ce cas-là, parce que au moment où ces communications-là se font, il faut se rappeler, Yannick, que l'événement est en cours. Oui. C'est pas des témoignages obtenus des semaines après l'événement. L'événement est en cours lorsqu'on en parle. ChristianPage.ca pour plus de détails. Demain, il y a une conférence à l'Université Laval. C'est full house, c'est complet. Il y aura possiblement d'autres conférences qui s'en viennent. On va vous mettre au courant de ça. Et on se rejase mercredi de ce cas-là et d'autres cas que tu voulais nous parler ce soir, mais on n'a plus le temps. Bon, mais à la prochaine. Oui. Je te souhaite un bon week-end pour se rejase lundi 19h30. Yes. Merci beaucoup d'avoir été là. Salut. Marceau, le soir.